La machine de guerre russe se fissure, et la suite pourrait bouleverser le monde. Penser que l'Ukraine peut vaincre la Russie paraît impossible, mais la réalité pourrait surprendre. D'une réserve de guerre qui s'épuise vite, aux tactiques ukrainiennes perturbant la capacité fondamentale de la Russie à faire la guerre. Voici la vérité sur la proximité de la défaite de la Russie, et pourquoi cette issue pourrait être plus dangereuse qu'une victoire. La Russie progresse lentement dans l'est de l'Ukraine, avançant si peu qu'il lui faudrait plus d'un siècle pour atteindre Kiev. Mais la Russie manquera de puissance plus tôt. À la fin de 2024 et au début de 2025, la Russie subissait certains des plus lourdes pertes quotidiennes de la guerre jusqu'à présent. En ce moment, le sort de l'Ukraine repose sur deux facteurs: le soutien occidental à l'Ukraine et la volonté du peuple russe de continuer à tolérer des niveaux de pertes véritablement apocalyptiques. Pour le premier facteur, l'Ukraine a reçu un coup de pouce inattendu lorsque l'administration américaine actuelle a rompu ses liens avec Vladimir Poutine à Moscou. Les États-Unis ont franchi un cap et le président a annoncé un soutien accru à l'Ukraine. De nouveaux intercepteurs, voire des batteries patriotes entières, ont été promis. Les États-Unis laissant à Poutine 50 jours pour évaluer la situation. Cela a mobilisé une grande partie de l'Europe, où beaucoup pensaient que les États-Unis quitteraient la guerre. Avec le soutien renouvelé des Américains, l'espoir d'une victoire ukrainienne contre la Russie grandit, mais reste fragile, car la plupart des nations européennes refusent encore les sacrifices nécessaires, malgré la crainte d'un retrait des États-Unis. Tout le continent est sur le fil du rasoir et pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a longtemps, Poutine a mobilisé l'économie russe pour la guerre, la plaçant en position de menacer bien au-delà de l'Ukraine dans un avenir proche. La Russie fait face à des défis, notamment avec le renforcement des sanctions américaines contre ceux jugés soutenir son effort de guerre. L'Inde et la Chine, toutes deux grandes consommatrices de pétrole russe, ont récemment réduit leurs importations par crainte de sanctions secondaires de la part des États-Unis. Des technologies et matériaux essentiels à la guerre arrivent toujours en Russie, surtout depuis la Chine et l'Inde. Sur le plan des effectifs, la Russie arrive au bout de toute forme de recrutement facile, pour alimenter l'appétit vorace de cadavres qui nourrit l'effort de guerre russe. Durant les 3 premières années de la guerre, la Russie a surtout utilisé des méthodes de recrutement douteuses et un grand nombre de volontaires désespérés, issus des milieux les plus pauvres et marginalisés. La Russie a procédé à une épuration ethnique légale, offrant de hauts salaires aux Russes pauvres, souvent de minorités ethniques. Les responsables russes ont souvent été accusés de ne pas verser les salaires promis, ou de les retenir jusqu'à la fin d'un engagement réussi, puis d'envoyer ces nouvelles recrues directement dans les zones les plus dangereuses du front. Si ces personnes meurent avant la fin de leur engagement, leur famille n'obtient ni la prime ni le salaire promis lors de l'enrôlement. Demandez à la famille de Derek Hoffman, cet Américain récemment installé en Russie pour obtenir la citoyenneté. Derek Hoffman a rejoint l'armée russe, et a vite compris ce que cela impliquait. Soudeur de métier, on lui avait promis un poste à l'arrière ou comme correspondant de guerre. En moins de 2 semaines, il aurait été envoyé au front. Durant le premier mois, certaines sources ont affirmé que M. Hoffman était mort, ce que sa famille a nié. Les problèmes de recrutement de la Russie pourraient bien causer sa perte. Le vivier de Russes pauvres, de minorités ethniques et de prisonniers s'épuisant, il faut désormais recruter dans les grandes villes. C'est quelque chose que Poutine a évité pendant des années, car il sait que les familles des grandes villes russes créeront bien plus de problèmes politiques pour lui que les familles pauvres des campagnes. Cela viole le contrat social que le régime corrompu de Poutine a établi avec les Russes dès le début. Son gouvernement peut être aussi corrompu qu'il veut, tant qu'il ne nuit pas au peuple. Continuer cette guerre risquée pourrait faire perdre à Poutine le soutien politique essentiel, rapprochant la victoire de l'Ukraine. Mais que se passe-t-il si elle gagne? Toutes les régions libérées, les forces russes repoussées hors frontières dans une humiliation totale. Et ensuite, avant tout, la défaite aurait un coût politique que Poutine ne pourra probablement pas supporter. Après des années de propagande et d'affichage d'un État russe fort, la défaite en Ukraine prouverait que son armée n'est qu'un tigre de papier, totalement inapte à affronter la menace contre laquelle elle a été conçue, l'OTAN. Militairement, cela pourrait être fatal pour Poutine. Poutine pourrait faire face à des soldats mécontents et marginalisés, nombreux attendant toujours leurs avantages ou primes promis. Une répétition de la révolution ayant porté les communistes au pouvoir lors de la Première Guerre mondiale. En 2023, nous avons eu un aperçu avec la marche sur Moscou d'Evgeny Prigojine et son armée de mercenaires.
Bien qu'elle n'ait compté que quelques centaines d'hommes à son apogée, l'armée de Prigojine a repoussé les attaques aériennes de l'armée alors qu'elle avançait sur l'autoroute vers Moscou depuis la frontière ukrainienne. Ils ont même pris le contrôle d'une grande ville russe et chassé les dirigeants militaires locaux. Le personnel militaire entre Prigojine et Moscou n'a pas seulement échoué à stopper Wagner, il a permis sa progression en refusant de s'y opposer. Finalement, Prigojine a annulé toute l'opération grâce à un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Prigojine a été tué quelques mois plus tard par une bombe dans son avion. Mais une telle marge de vétérans est précisément ce que Poutine redoute. Avec le mécontentement croissant non seulement à cause de la guerre, mais aussi de l'incapacité à tenir les promesses d'avantages et de salaires, cela pourrait arriver bien plus tôt que Poutine ne pourrait le prévoir. Le trésor de guerre de la Russie, son fonds souverain, est en train de toucher rapidement le fond. Privée de ses avoirs saisis à l'étranger, la Russie a dû utiliser ses fonds souverains pour financer la guerre et gérer l'agitation politique. On estime que la Russie ne dispose plus que d'environ 50 milliards de dollars d'actifs liquides, contre plus de 110 milliards en 2022. D'ici un an, ce fonds sera presque certainement complètement épuisé, ce qui fera reposer le coût de la guerre entièrement sur le budget ordinaire de l'État, qui affiche déjà d'importants déficits. Les nations accumulent souvent des déficits en temps de guerre. L'économie française a résisté durant la Première Guerre mondiale, dépassant ses capacités réelles. Face à un record de sanctions, la Russie peine déjà à obtenir des matériaux pour ses armes avancées. Reste à voir jusqu'où le peuple russe tolérera cela pour une guerre d'agression qui échoue. Une défaite militaire galvanisera la population russe, soutenue par des millions de vétérans souvent handicapés ou traumatisés par les combats. L'État russe se retrouverait rapidement à déployer son armée contre son propre peuple, et il y a des questions sur le nombre de soldats russes modernes qui accepteraient d'obéir aux ordres pour agir contre leur propre population. La plupart d'entre eux étaient des civils il n'y a pas si longtemps, et ils attendent toujours les primes et autres avantages qui leur avaient été promis. Un individu charismatique pourrait exploiter la situation, et Vladimir Poutine ferait alors face à une armée locale prête à le remplacer. D'autres proches de Vladimir Poutine pourraient penser qu'après la défaite en Ukraine, Poutine devient vulnérable. Comme tout dictateur, Vladimir Poutine maintient le contrôle en cultivant soigneusement son cercle rapproché et en les dressant les uns contre les autres. S'ils sont trop occupés à se détester entre eux, ils ne peuvent pas unir leurs forces dans une haine commune envers Vladimir Poutine lui-même. Une défaite révélerait la faiblesse de Vladimir Poutine et encouragerait ses opposants à agir. Nous savons que Vladimir Poutine craint le pouvoir des oligarques russes, étant donné qu'il a pris des mesures extrêmes pour les contrôler et les intimider. De nombreux oligarques et autres personnalités éminentes de la société ont trouvé la mort en tombant d'une fenêtre en hauteur, des meurtres évidents orchestrés par Vladimir Poutine lui-même. Cette intimidation a fonctionné. Mais alors que les oligarques perdent chaque année de leur richesse, on peut se demander combien de temps avant qu'ils soutiennent un successeur à Vladimir Poutine, leur argent pouvant acheter la loyauté des Russes marginalisés. Mais Vladimir Poutine a un autre ennemi à craindre, un ennemi qu'il a lui-même créé. Vladimir Poutine a toujours compté sur l'appareil de sécurité d'État, les forces de l'ordre et les services de renseignement russes. C'est l'utilisation par Vladimir Poutine d'agents du renseignement russe pour lancer plusieurs attentats sous fausses bannières contre des immeubles d'habitation russes qui lui a permis de consolider son emprise sur le pouvoir. De faux attentats attribués à des terroristes tchétchènes ont alors mis en lumière un premier ministre jusque-là peu connu. La guerre qui a suivi a peut-être été désastreuse pour la Russie, mais elle a servi les objectifs de Vladimir Poutine en ralliant le peuple russe derrière lui. À partir de ce moment-là, il a utilisé l'appareil de sécurité de l'État pour surveiller les dissidents en Russie, et surtout parmi les personnes qui comptent vraiment dans le pays, l'élite. Sur ordre de Vladimir Poutine, des dizaines de membres de l'élite dissidente ont été défenestrés par des agents secrets russes. Le renforcement des services de renseignement et des forces de l'ordre rend probable que l'adversaire d'un Poutine affaibli viendrait des forces fédérales, voire du service fédéral de sécurité. D'autres chefs militaires pourraient aussi réussir à prendre le pouvoir, appuyés par une armée de conscrits russes aguerris en Ukraine. Quelle que soit la manière dont ils pourraient tomber, Poutine fait face à de nombreuses menaces internes. C'est pourquoi il récompense si généreusement la loyauté malgré une incompétence évidente. Sergueï Choïgou, ex-ministre russe de la Défense, a par son incompétence et sa corruption, davantage servi la cause ukrainienne que de nombreuses aides occidentales. Pourtant,
Lorsqu'il a été remplacé, il a seulement été muté à un autre poste élevé, dans le gouvernement de Poutine, au lieu d'être évincé comme il l'aurait mérité. Cela affaiblit le gouvernement russe dans son ensemble, mais cela permet à Poutine de garder ses fidèles proches de lui et ainsi de tenir les menaces potentielles à distance. Les nationalistes, partisans de la ligne dure, contestent de plus en plus audacieusement la gestion de la guerre par le Kremlin. Ce sont les mêmes personnes qui ont appelé à l'utilisation ouverte d'armes nucléaires en Ukraine, et qui ont applaudi les massacres de civils et de prisonniers de guerre ukrainiens. Ils ont servi de base de soutien à Poutine pour propager la guerre, mais à mesure que l'incompétence de l'armée russe est mise à nu, et que les pertes atteignent des niveaux astronomiques, même leur patience s'amenuise. Une défaite totale mettrait en colère les nationalistes radicaux, qui pourraient rapidement se retourner contre Poutine et son régime, une fois de plus soutenus par des hordes d'anciens soldats en colère, voire de militaires en service actif. Ces radicaux pourraient aussi menacer hors de Russie, en s'emparant de stocks nucléaires locaux, et chercher à se venger de l'Ukraine ou de l'Occident. Les dirigeants nationalistes pensent qu'une attaque nucléaire sur des villes de l'Est de l'Ukraine, autrefois contrôlées ou revendiquées par la Russie, pourrait ne pas entraîner de réaction sérieuse de l'Occident. Ou peut-être qu'ils parieraient que, tout comme dans un conflit conventionnel, l'Occident hésiterait à l'idée de punir la Russie pour l'utilisation d'armes nucléaires. Dans cette logique, des attaques punitives contre des membres de l'OTAN non nucléaires de l'Est, comme la Pologne ou l'un des États baltes, pourraient avoir lieu. L'OTAN devrait choisir entre riposter par le nucléaire à une attaque non ordonnée officiellement par la Russie, ou risquer de paraître faible. Dans les deux cas, le conflit pourrait devenir incontrôlable. Beaucoup de nationalistes savent que l'Occident hésiterait à affronter ce scénario, et s'en servent pour justifier l'usage d'armes nucléaires. Le monde pourrait saluer la chute du régime de Poutine, puis être horrifié par les actions de certains Russes dans le chaos envers les pays jugés responsables de la défaite. La Russie, contrôlée de façon centralisée, compte plusieurs régions du sud et de l'extrême-orient avec des mouvements indépendantistes. Les régions à majorité musulmane ont traditionnellement causé le plus de problèmes à Moscou. Mais dans l'extrême-orient, la Russie est en train de perdre silencieusement une guerre démographique face à son soi-disant allié, la Chine. Les investissements chinois surpassent de loin ceux de la Russie dans la région, et l'immigration croissante risque de rendre les Russes ethniques minoritaires chez eux. Un gouvernement central affaibli par une défaite en Ukraine pourrait provoquer l'émergence simultanée de mouvements indépendantistes régionaux. Le terrorisme augmenterait de façon spectaculaire presque du jour au lendemain, en particulier contre des villes cosmopolites et à majorité ethnique russe, comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais en Extrême-Orient, un risque majeur persiste, perdre de vastes territoires au profit de la Chine. La Chine affirme depuis des années vouloir récupérer les territoires cédés par l'ancien gouvernement impérial au tsar russe. Aujourd'hui, ces territoires sont riches en ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz, des trésors sur lesquels Pékin a jeté son dévolu. La plupart de ces importations de pétrole provenant du Moyen-Orient par des océans qu'elle ne peut pas défendre, la Chine est impatiente de combler cette vulnérabilité stratégique. Les cartographes chinois impriment déjà des cartes avec les anciens noms chinois de ces territoires russes. Et la vague d'immigration et d'investissement dans l'extrême-orient russe laisse fortement penser à un complot orchestré plutôt qu'à un simple hasard. Après la chute d'un gouvernement central, la Chine pourrait, comme la Russie, justifier la protection des Chinois ethniques en Russie. Les troupes russes, déjà affaiblies par des années de combat en Ukraine et probablement peu convaincues par le gouvernement de Moscou, devraient affronter des forces chinoises modernes, entièrement équipées et mécanisées. La Russie considère déjà la situation comme si grave qu'au milieu des années 2010, elle s'est exercée à l'emploi d'armes nucléaires dès le début d'une invasion chinoise. Le conflit pourrait devenir nucléaire ou rester peu sanglant, avec des troupes russes démoralisées et sous-équipées laissant passer les Chinois. Un général russe dissident peut quand même ordonner l'usage d'armes nucléaires. Avec un gouvernement central faible, ou peut-être même sans gouvernement du tout, il n'y aurait aucun véritable contrepoids à son pouvoir pour agir ainsi. Peu importe le sort du gouvernement russe, son économie sera ruinée en cas de défaite face à l'Ukraine. Vladimir Poutine a reconnu la surchauffe économique et prôné une baisse des dépenses de défense en 2026. La Banque centrale russe a annoncé avoir presque épuisé ses réserves. L'économie tient grâce à la mobilisation en temps de guerre et au Fonds national de richesse, qui devrait durer moins d'un an encore. Avec la fin du Fonds national de richesse, Poutine aurait supervisé une des plus rapides pertes de richesse nationale de l'histoire moderne.
Plus importante encore, il ne pourrait plus amortir l'armée et l'économie contre les effets des sanctions et de la mobilisation en guerre. Les pensions des retraités disparaîtraient du jour au lendemain, tout comme l'ensemble des services sociaux. Les gros salaires, essentiels au recrutement et à la paix sociale selon les militaires, disparaîtraient aussi. Ce problème est en fait plus sérieux qu'on ne le pense. Dans un exercice de gymnastique mentale bien commode, la société russe a trouvé un moyen de faire ce qu'elle a toujours fait historiquement, éviter de blâmer le gouvernement pour la mort massive de la population, et rejeter la faute sur les morts eux-mêmes. Si cet argent manque, il n'y aura plus d'excuses pour se cacher. Les gens meurent parce que le gouvernement est corrompu et incompétent. Même le peuple russe, incroyablement tolérant face aux pertes humaines et pour qui la vie a historiquement peu de valeur, aurait du mal à accepter cela. La mobilisation de l'économie russe pour la production en temps de guerre a beaucoup contribué à éviter l'effondrement inévitable. En réalité, Vladimir Poutine brûle la chandelle par les deux bouts. La production en temps de guerre peut alimenter une économie pendant des années, mais en réalité, elle se cannibalise elle-même pour y parvenir. Contrairement aux biens de consommation, les biens produits en temps de guerre n'ont de valeur économique que s'ils servent qu'à la conquête. Un char construit n'apporte aucun retour sur investissement, seulement plus de dépenses en carburant, maintenance et munitions. L'économie russe peut sembler résister aux sanctions internationales et au coût de la guerre en Ukraine, mais c'est une économie vouée à la catastrophe dès que la guerre prendra fin. Sans investissements étrangers ni levée des sanctions, l'économie russe ne peut supporter le coût d'une défaite ou d'une victoire. Paradoxalement, elle doit encore se battre pour éviter l'effondrement. C'est pourquoi, même pendant les périodes de relations plus cordiales, les États-Unis ont proposé à Poutine des discussions sur la levée des sanctions et la négociation de nouveaux accords énergétiques. L'objectif était un atterrissage économique en douceur, seul espoir réel pour la Russie de passer de la guerre à la paix sans catastrophe. Non seulement les États-Unis ont changé d'attitude envers la Russie, mais il est aussi très improbable que le monde pardonne ses crimes de guerre et son agression. L'Europe en particulier, la plus menacée par la Russie et même victime de sabotage et de meurtres perpétrés par les services de renseignement russes, est peu susceptible de lever simplement les sanctions dès la fin de la guerre. Cela signifie que l'économie russe fonce droit vers un mur de briques qui se profile à l'horizon, un désastre aggravé si la Russie perd et se voit contrainte par la communauté internationale de payer des réparations à l'Ukraine. En fait, la perspective d'un effondrement de la Russie, puissance nucléaire, pourrait bien être ce qui obligerait le monde à lever ses sanctions malgré tout. Ce n'est ni équitable ni juste, mais il vaut mieux garder la Russie intacte et son arsenal nucléaire sous contrôle, que risquer une guerre civile et la perte d'armes atomiques. Le monde tentera sûrement d'empêcher la chute de Moscou. Sinon, la fin de la guerre en Ukraine pourrait en provoquer une autre si Moscou tombait. En cas d'effondrement du régime du Kremlin, l'OTAN et la Chine pourraient devoir envahir la Russie et lancer des frappes aériennes contre ses capacités nucléaires. Les forces spéciales occidentales, soutenues par des parachutistes et peut-être des troupes mécanisées, pourraient pénétrer en Russie pour saisir des installations et stocks nucléaires, aussi bien face à l'armée russe qu'aux séparatistes. S'ils ne peuvent pas les saisir, ils pourraient choisir des frappes aériennes massives pour détruire ces installations et stocks sur place. En réalité, de nombreux futurs attendent une Russie vaincue en Ukraine, et la plupart sont cauchemardesques pour le reste du monde civilisé. Jamais une puissance nucléaire ne s'est effondrée, mais la Russie pourrait être la première, avec des conséquences potentiellement désastreuses partout sur Terre. Le vrai gagnant de la chute de la Russie pourrait vous surprendre. Voyez pourquoi la Chine souhaite la défaite de la Russie en Ukraine, ou cliquez sur cette vidéo